Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Ouais, un update lecture. J'ai réalisé en fait en faisant mes bilans que je lis beaucoup. C'est un peu nouveau pour moi parce que ça doit faire 2 ans que je lis pas plus de 2 livres par mois. Et maintenant j'en suis rendue à 10 livres par mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Toujours est-il que, ben voilà, je lis énormément et je suis pas satisfaite de mes bilans. Et je trouve que je noie en fait les livres dont je parle, souvent les livres que je préfère, sur d'autres livres et surtout, ben, ça fait des vidéos vraiment très longues. Le dernier doit faire 23 minutes, c'est un peu ridicule je trouve. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans les updates, ce qui va faire des vidéos plus courtes, mais qui va me permettre de parler davantage de chaque livre. Par contre, je ne vais pas parler de tous les livres que j'ai lus, j'en saute certains. Faut savoir que quand j'en saute, c'est pas je trouve que c'est pas tellement quelque chose de négatif, parce qu'au final, c'est des livres qui m'auront pas tellement marqué, sur lesquels j'aurais pas grand chose à dire. Donc je préfère autant pas en parler, puis donner plus de temps pour parler de livres qui m'ont vraiment marqué. Donc on va commencer tout de suite. Alors là, c'est un update thématique. En fait, j'ai réussi à... Je me prépare 3 updates thématiques pour l'instant. Ça va être thématique sur l'enfance. Donc l'enfance en 3 livres. Ça va pas nécessairement être toujours thématique, mais là ça l'a donné par une chance incroyable, que je puisse rassembler certaines de mes lectures sous un même thème. Donc là, ça va être le thème de l'enfance, pas en 3 livres, je dis des niaiseries, en 4 livres. 4 livres. Donc on y va. Le premier livre, c'est Le livre des Baltimore de Joël Dicker. Alors, c'est la suite en fait de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ça va se dérouler avec le même héros, Marcus Goldman, qui est donc un écrivain, qui dans l'affaire Harry Kéber aura retrouvé son inspiration grâce en fait au drame qui s'est déroulé dans sa vie. Là-dedans, il va à nouveau écrire un livre. On garde un peu le même procédé, mais il va se pencher sur sa propre histoire, il va se pencher sur l'histoire de sa famille. Donc on va suivre les Goldman, qui est divisé en fait en 2 grosses branches. T'as la famille de Marcus, qui est les Goldman de Montclair, et t'as la famille de son oncle, qui est les Goldman de Baltimore, donc le livre des Baltimore. Et on va suivre toute leur enfance. Donc du côté des Baltimore, on a vraiment une famille idéale. Ils sont beaux, ils sont riches, tout va bien dans leur vie, ou en tout cas tout semble aller bien dans leur vie. Et du côté des Montclair, ben, ils ont moins d'argent, ils sont un peu plus banals, plus normaux. Et on va donc comprendre que Marcus, toute son enfance, va idéaliser les Baltimore et va en faire une espèce de but dans sa vie, il veut devenir un Baltimore. On va suivre surtout en fait les cousins de Marcus. On va suivre leur enfance, leur adolescence et leur âge adulte. Pendant tout le long, Marcus parle d'un drame. C'est produit quelques années avant qu'il écrive ce livre-là. On va comprendre en fait en lisant ce livre, ben, c'est quoi qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené à ça, le pourquoi du comment, de tous les détails. Pourquoi l'enfance? On va commencer avec ça. L'enfance là-dedans, c'est le centre de l'histoire. C'est la naissance des rêves, c'est la naissance des grandeurs. En fait, les cousins de Marcus vont faire de leur enfance une espèce de, j'ai envie de dire, une espèce de bannière, une espèce de drapeau, quelque chose de grand, de fort. Leur enfance, c'était le pic de leur vie en quelque sorte, c'était le moment où ils étaient le plus accomplis, le plus heureux. Et toute leur vie, ils vont chercher en quelque sorte à renouer avec cette enfance-là, à la redécouvrir, pas à la redécouvrir, mais à atteindre à nouveau cette espèce de grandeur qu'ils avaient réussi à atteindre, qui est en fait la grandeur des Baltimore. L'enfance est aussi déchirante là-dedans parce qu'au final, c'est un peu leur rêve leur rêve d'atteindre cette grandeur-là qui va conduire au drame. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était extrêmement différent de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. En fait, c'était drastiquement différent, j'ai envie de dire. On cherche en fait à atteindre la vérité, un peu comme pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber, mais on s'attache davantage au personnage, je trouve. Puis même la vérité en elle-même a quelque chose de davantage émotif.
oui, c'est l'émotion qui trône là-dedans. Il y a des défauts dans ce livre, notamment des défauts de cohérence. Il est cohérent avec lui-même, mais il n'est pas cohérent avec le tome 1. Il y a certains trucs qui m'ont un peu dérangé du passé de Marcus qui sont révélés dans le tome 1 et dont on parle absolument pas là-dedans, ce qui n'est pas logique étant donné l'importance que ça avait dans sa vie. En tout cas, des détails comme ça qui font que ça bloque un peu. Mais ce genre de détails-là, qui pourrait vraiment me déranger dans un autre livre, là-dedans, je suis passée outre parce que c'était les émotions. Voilà, les émotions, c'était très touchant. C'était très très touchant. Et je pense que c'est pour ça que j'ai préféré en fait. Tout simplement parce que je me suis sentie beaucoup plus concernée. Et le fait de suivre ces jeunes garçons-là, de leur enfance à l'âge adulte, le fait de suivre leurs rêves, le fait de vivre avec eux ce moment d'enfance en fait, ça fait qu'on s'attache à eux, ça fait qu'ils deviennent en quelque sorte des personnes importantes. Et ça rend, mais la fin beaucoup plus dramatique, j'ai envie de dire, ça la rend beaucoup plus déchirante. Vraiment, si vous avez lu le tome 1, n'hésitez vraiment pas à lire ça. Si vous ne l'avez pas lu du tout, mais allez-y, c'est vraiment un beau moment. Je sais pas si on peut lire le livre des Baltimore séparément. J'ai l'impression que oui, que ça pourrait se lire séparément du tome 1, si jamais il y en a un qui vous tente plus que l'autre. Mais quand même, le tome 1 est très bon, donc n'hésitez pas non plus. Ouais, vraiment, c'est ça. Je pense que je l'ai préféré, mais je sais pas. C'était tellement différent, j'ai l'impression que c'est presque pas comparable, tellement c'était différent. Ensuite, on va continuer avec l'enfance. Tout simplement parce que, en fait, j'ai relu un livre qui m'avait beaucoup marqué dans ma jeunesse. C'était un livre... un des premiers romans, je pense, que j'ai lu. Je sais pas si je l'avais lu par moi-même ou si je l'avais lu... ma mère me lisait beaucoup d'histoires quand j'étais jeune, c'est sans doute pour ça que j'aime les livres maintenant. Et je pense que c'est elle qui me l'avait lu, mais on lisait alternativement. Ça a été une histoire qui m'a marquée. Je me souvenais pas beaucoup de ce qui se passait dedans, mais je me souvenais de l'émotion que j'avais et surtout de l'impression que c'était excellent. Et j'avais vraiment raison, je suis vraiment contente d'avoir pu le relire. Il s'agit de L'œil du loup de Daniel Pennac. Là-dedans, on va suivre un jeune garçon et un loup. Et en fait, ils vont se fixer et ils vont plonger dans les yeux de l'autre. Et dans ses yeux, ils vont découvrir l'histoire. Donc on va suivre ces deux histoires-là. On va regarder tour à tour l'histoire du loup et l'histoire du petit garçon. C'est... Tout d'abord, on voyage. On va voyager avec le loup, on va se retrouver en Alaska. Avec le jeune garçon, on va se retrouver au cœur de l'Afrique. On se plonge tour à tour dans deux univers mais complètement différents, dans des histoires très différentes avec des personnages très très différents. J'ai adoré cette dualité, cette espèce de miroir en fait, des deux personnages qui se retrouvent à la même place et on va suivre de chaque côté en fait l'histoire qui les a amenés là. C'est déjà un procédé vraiment super intéressant. L'écriture, évidemment, c'est Daniel Pennac, fait que c'est super bien écrit. Il y a des petites pointes d'humour, c'est intelligent. C'est ça que j'aime, parce que ça s'adresse, je sais pas trop à quel âge, ça doit être écrit, dès 10-11 ans. Fait que c'est intelligent, il prend pas les enfants pour des idiots. Il comprend, Daniel Pennac comprend clairement que les enfants, c'est intelligent, puis qu'ils méritent des histoires intelligentes. Et avec raison, je veux dire... Je vois un peu la philosophie de Comme un roman quand je lis ce livre-là. Il y a aussi beaucoup, j'ai trouvé une certaine poésie. Le petit garçon va se retrouver à conter des histoires en fait. C'est un grand conteur d'histoires. Il va conter des histoires mais à tout le monde, aux animaux. Les animaux prennent une part très importante dans ce récit-là évidemment. Tandis que le loup, il va avoir une sœur comment il l'appelle dans... je sais plus comment il l'appelle, paillettes d'or, un truc comme ça. C'est un côté qui se rapproche du conte. Je trouve vraiment que ça se rapproche énormément du conte. C'est simple, mais c'est pas simplifié. Jamais. C'est par là que je veux dire que Daniel Pennac prend pas les enfants pour des cons. Il sait très bien qu'ils sont capables de comprendre. Il y a aussi une certaine dose, j'ai envie de dire, de souffrance. Il n'hésite pas à en faire baver à ses personnages, à les faire souffrir, à les faire traverser des épreuves. Et c'est ça qui en fait un si bon livre en fait, parce que c'est pas parce que c'est pour des enfants qu'il faut que tout aille bien et que tout soit facile. Au contraire, il y a des défis, il y a beaucoup de difficultés.
mais évidemment ça finit bien, ça finit bien et cette fin, elle réchauffe le cœur. Donc je vous le conseille si vous avez envie justement de vous replonger dans cet univers de l'enfance, ou même de le suggérer peut-être à des enfants autour de vous. C'est vraiment un excellent ouvrage pour donner envie en fait aux jeunes de lire, et c'est super important. On en a besoin de livres comme ça qui vont donner envie à la jeunesse de se plonger dans les livres, qui vont faire des gros lecteurs plus tard peut-être, ou même pas des gros lecteurs, mais qui vont leur donner au moins un sentiment positif vis-à-vis de la lecture. C'est pile ce genre d'ouvrage-là qu'il nous faut. Ensuite, je me suis plongée dans un univers assez différent et pourtant qui a beaucoup de traits communs avec les deux premiers. C'est un livre dont on a entendu beaucoup parler il y a pas longtemps. Il s'agit des Petites Reines de Clémentine Beauvais, qui va raconter donc l'histoire de, comment elle s'appelle déjà? Mireille. Qui va raconter l'histoire de Mireille qui est élue boudin du lycée. Cool. Génial. En fait, elle est boudin de bronze, ce qui la déçoit un peu parce qu'elle est habituée d'être boudin d'or quand même. Elle va pas se laisser faire. Elle va prendre son vélo et avec ses deux camarades, elles vont partir vers Paris pour le 14 juillet. Elles ont toutes les trois un certain but en partant vers Paris. Leur but est de s'incruster à l'Élysée. Elles ont toutes les trois un but différent. Et elles vont partir en vendant des boudins sur le chemin. Alors, les Petites Reines, on peut avoir un peu de misère au début, je trouve. L'écriture est clairement pas le fort de ces livres-là. Je dirais que c'est la faiblesse. Je trouve ça un peu lourd. C'est pas indigeste, mais presque. Je comprends qu'il y ait du monde qui trouve ça indigeste, mettons. Mireille est très ironique, humoristique, sarcastique, un peu tout ça. Ça en fait un personnage vraiment intéressant et très pétillant, j'ai envie de dire. Mais en même temps, on dirait que l'autrice se sent un peu obligée de faire regarde comme mon personnage est drôle, regarde comme elle est drôle, et ça, c'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant, c'est un peu... tu sais, on a compris qu'elle est drôle, là, je suis d'accord, elle est très drôle, je l'aime beaucoup. Mais t'es pas obligé d'en faire autant. Quand il y a une blague toutes les deux lignes, c'est un peu lourd, mais voilà, dès que l'action commence à s'embarquer, on est davantage prise justement dans les événements, et Mireille prend une place moins importante dans la narration, donc ça nous permet vraiment de passer outre. Donc outre ce petit point négatif, la force de ce récit, c'est les thématiques abordées, évidemment. Ça parle de critères de beauté. Obviously. Ça parle de critères de beauté, ça parle de la pression qu'on va mettre sur les jeunes filles en fait, surtout celles qui rentrent dans l'adolescence, d'être belle, d'être parfaite, d'être mince, avec des beaux cheveux, avec du maquillage parfait. Nos héroïnes ne sont pas belles du tout. Et pourtant, le message qu'on nous dit, c'est le message de la beauté intérieure. Puis c'est de s'accepter aussi avec sa propre... avec ses défauts, avec ses défauts en tout cas, avec ce qu'on peut juger comme étant des défauts, avec son corps. Et ça, c'est tellement un message positif à envoyer aux jeunes. Il nous en faut vraiment plus des comme ça. Je sais que ça fait 2 livres d'affilée que je dis qu'il en faut plus, là, mais là, il en faut vraiment plus, puis je trouve que c'est déjà un beau commencement. On va parler aussi d'harcèlement, de cyberharcèlement, cette espèce de détachement qu'on peut avoir quand on poste quelque chose sur internet. Puis ça, c'est super bien abordé parce qu'elles vont recevoir vraiment plein de commentaires dégueulasses par plein d'inconnus, mais quand elles arrivent dans une nouvelle ville avec leur vélo et tout, les gens les accueillent avec le gros sourire, c'est super bel accueil, puis elles se disent mais c'est les mêmes personnes qui écrivent des messages. Le féminisme aussi, il y a un passage où on va voir une féministe qui va venir leur parler, puis on voit un peu c'est quoi que ces jeunes filles-là pensent quand on dit féminisme. Et c'est pas super reluisant nécessairement, c'est pas nécessairement proche de la réalité. Puis c'est aussi cette espèce de... J'ai trouvé que le message là-dedans, c'était de dire c'est possible d'être féministe
sans s'en rendre compte, genre, je sais pas comment expliquer, de dire que ben au final le message que ces jeunes filles-là transmettent, c'est super féministe, mais que quand elles se retrouvent face à ce mot-là, elles vont avoir un mouvement de recul, puis de se dire wesh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc un peu la distance entre ce que le mot peut nous dire, malheureusement, ce que le mot nous dit malheureusement, et ben, ce qu'il est en réalité. Voilà, donc je trouve que c'est super important d'avoir ce genre d'œuvre-là. Puis je trouve que c'est un bon signe que ça commence à sortir. Je pense qu'on va en avoir de plus en plus, puis qu'on est sur la bonne voie. Je suis positive, je suis assez positive. On finit sur un livre qui s'adresse également aux enfants. Et que je vais avoir de la misère à en parler, parce que je sais pas comment. J'ai l'impression que de la pression, genre, à parler de ma lecture de ça. Je sais pas comment en parler. Honnêtement, je suis un petit peu... Je sais pas comment faire. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui donc est un conte philosophique, mais qui s'adresse aux enfants. Et je l'ai lu. Ça allait faire vraiment longtemps qu'il fallait que je le lise. Je l'avais jamais lu de ma vie. Là maintenant je sais que c'est... Comment expliquer? C'est ça. C'est un peu ça, ma réaction. Mais genre, c'est pas... je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer c'est quoi. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais je sens que je vais avoir besoin de le relire plusieurs fois. Pas tant parce que c'est complexe ou quoi, ou parce que il faut que je réfléchisse au deuxième, au troisième, au quatrième sens. C'est juste une œuvre qui mérite, je pense, d'être relue et d'être réfléchie. Voilà, je trouve que ça définit bien, c'est une œuvre qui mérite d'être réfléchie. C'est très beau. C'est beau, c'est poétique. Évidemment, ça fait réfléchir. Évidemment, je cherche un peu, ça, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Je cherche un peu la morale et tout. Mais dans les sentiments, là, parce que moi, je peux plus parler des sentiments que d'une analyse textuelle. Je pense qu'on s'en est rendu compte. Dans les sentiments, c'était beau. C'était poétique. C'était l'enfance. C'était l'enfance entre les pages. Le Petit Prince, c'était l'enfance. Ce personnage, on dirait que j'ai peur de dire des conneries. C'était en quelque sorte, j'ai trouvé que c'était un peu une part de tout le monde. La part de l'enfance. Je sais pas si je m'exprime bien, je sais pas si je dis des conneries. On dirait que si je cherchais à interpréter, ça serait forcément à côté de la plaque. C'est bête. Surtout que je cherche pas vraiment à interpréter, vu que je cherche juste à dire ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti beaucoup de beauté, je l'ai lu tout d'un coup, évidemment, ça se lit très vite. Et c'était délicieux. C'est ça qui me vient à l'esprit aussi. Délicieux, mérite d'être réfléchi. Enfance. Si vous l'avez pas lu, mais lisez-le. N'hésitez pas, lisez-le, ça vaut la peine. Puis je pense que ça vaut la peine aussi parce que je sais que j'ai envie de le lire à des enfants. Si jamais j'ai des enfants un jour, je veux leur lire ça. Parce que je trouve que c'est tellement une belle œuvre que ça vaut la peine, je trouve, de grandir avec. Et il me reste encore pas mal d'années à vivre, donc je pense que je vais pouvoir grandir avec à partir de maintenant. Et ça, c'est bien. Et voilà, c'est vraiment un livre qui se met dans ton cœur, là. Puis qui fait un peu partie de toi. J'ai trouvé. Je suis presque émue. Pourtant, c'est pas comme si j'avais versé toutes les larmes de mon corps en lisant, c'est pas comme si c'était super dramatique. C'était juste... Il y avait une douceur qui se dégageait de l'écriture, de l'histoire, des dessins, du personnage du Petit Prince. Une certaine forme d'innocence, de regard pur sur les choses de la vie, j'ai envie de dire. Et vraiment, mais n'hésitez pas. J'ai vraiment genre des larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. Je suis désolée. Je vais émotive. Fait que voilà, je pense que je peux pas vraiment dire beaucoup plus. Parce que je sais pas s'il y a plus à dire, tout simplement. C'est pas que c'est vide ou quoi, je sais pas comment expliquer. C'est parce... Voilà. C'était mes
4 lectures thématiques enfance. J'espère que vous avez bien aimé le concept d'update lecture. C'est un concept que j'aime bien sur les autres chaînes, on va voir. J'ai bien aimé faire ça parce que je trouve ça moins crevant que d'enchaîner à parler de 10 livres d'un coup. C'est un petit peu difficile, surtout étant donné que je prépare pas tellement mes vidéos. Je pense que ça paraît un petit peu. Voilà. Donc je vais vous dire à la prochaine.